J'avais envie à mon échelle, avoir un impact sur les femmes, d'aider les femmes. J'avais envie de pouvoir faire avancer les choses. Moi, là-bas, je suis une personne créative. Je me suis jamais dit, initialement, voilà, je vais faire une marque éco-responsable, et ça a coulé de source. Ça donne un sens incroyable à ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup des matières, et c'est un enjeu fondamental. Il faut recycler, bien évidemment, pour lutter contre ce gaspillage industriel textile. Mais on parle un peu moins des hommes, je trouve. Et nous, c'est vraiment cette balance sur ces deux sujets-là qui sont tout autant fondamentaux l'un que l'autre. C'est con, on parle de vêtements, donc si t'as envie d'une robe rouge, je sais pas, avec des volants drapés, etc., tu peux la chercher pendant 15 jours, le temps de la trouver. T'as pas besoin d'en acheter une que tu trouves directement, qui est neuve. Aujourd'hui, je pense que toutes les marques qui vont se créer ont un devoir moral de faire de leur mieux, ou en tout cas avec un engagement. La clé essentielle du féminisme, je pense, c'est la notion de sororité. Et ça, je l'ai beaucoup développé dans mon travail, avec les femmes avec lesquelles je travaille, mes clientes essentiellement. Et en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je suis rentrée dans ce métier. Quand j'ai eu des bébés, je me disais, mais c'est quand même dingue, on leur met du benzène sur la peau, quoi. Et donc, je me suis dit, tiens, si un jour je devais faire quelque chose, je ferais des vêtements où il n'y a pas de produits, dans lesquels il n'y a pas de produits chimiques pour les bébés. C'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Une discussion avec des femmes entrepreneurs, stylistes, créatrices, mannequins, des femmes bien décidées à se battre pour faire bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de la mode sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi une production humaine, transparente et moins polluante pour notre planète. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je dresse le portrait de ces femmes engagées. Cette semaine, je reçois Romy Antinger, responsable projet plaidoyer et coopération internationale à la Fondation Tara Océan. J'ai voulu interroger Romy pour comprendre pourquoi nos vêtements en polyester, en acrylique ou encore en élastane polluent les fleuves et les océans. C'est à cause de ce qu'on appelle les microplastiques. Elle nous explique ce que c'est précisément. Et ces microplastiques représenteraient entre 15% et près du tiers des 9,5 millions de tonnes de plastique déversées chaque année en mer. Alors avec Romy, on a parlé de cette pollution, mais aussi des solutions qui pourraient l'empêcher. Je me permets d'ajouter ici une solution. Il s'agit du Goopy Friend, un sac qui permet de retenir ces microplastiques pendant le lavage. On a aussi parlé de son parcours, de son engagement, de son amour pour les océans et de son travail à la Fondation Tara. D'ailleurs, si vous aussi vous souhaitez monter à bord de Tara, eh bien c'est possible. Les équipes vous donnent rendez-vous du 29 février au 13 avril 2020 sur les quais de Seine, rive gauche, pont Alexandre III à Paris. L'occasion de découvrir la goélette et les missions scientifiques de Tara. Mais avant, je vous invite à écouter cet épisode pour tout savoir sur le plastique et les microplastiques. Cet épisode n'est pas alarmiste, bien au contraire, Romy est optimiste et croit qu'il est encore possible de sauver notre planète et nos océans. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Romy, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir témoigner sur le podcast. Alors je t'ai invitée parce que j'aimerais bien parler d'un sujet un peu particulier qui sont les microplastiques. Parce que ça revient souvent dans les discussions autour de l'industrie textile. Et déjà pour commencer, j'aimerais bien qu'on donne la définition, savoir ce que c'est, de quoi on parle, à quoi ça ressemble. Comme ça voilà, on visualisera bien et puis on va savoir de quoi on parle. D'accord. Bonjour et merci pour l'invitation. Donc un microplastique, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un petit bout de plastique qui fait moins de 5 mm. Alors pour se figurer, c'est de la taille d'un grain de riz. Donc il y a deux types de microplastiques qu'on retrouve dans les fleuves ou dans les océans. Il y a le microplastique primaire, ça veut dire un microplastique qui est microplastique à l'origine. Donc ça peut être une fibre textile justement, ça peut être une microbille dans dentifrice, ça peut être un bout de fibre de pneu. D'accord. Ensuite il y a le microplastique secondaire. Donc ça veut dire que c'est un microplastique qui est devenu microplastique sous l'effet quand il est en milieu aquatique de sel, vagues, soleil. Ok, d'accord. Donc comme ça, on voit, donc c'est vraiment tout minuscule, quoi. Voilà. Mais est-ce que c'est visible à l'œil nu ou comment on les voit, ces petits bouts? Alors 5 mm, moi j'ai du mal à me rendre compte de ce que ça fait. Mais... Alors, le microplastique donc, j'en ai devant moi. dans l'eau, okay. voilà. Ouais. C'est comme une soupe de microplastiques quand ils sont agglomérés dans l'eau. Ouais. Et oui, on peut les voir parce que 5 mm, c'est visible. Nos scientifiques, quand ils sont à bord et qu'ils les trient à la pince à épiler, les repèrent. En plus, il y a des couleurs, il y a du bleu, du vert, du rouge, aussi des fois qui sont très voyants.
Donc effectivement, on peut les observer, même si en plein océan, là, il est plus difficile à l'œil nu quand on est sur un bateau de les voir. Ouais, ok. Ou même quand on nage, j'imagine, c'est pas forcément des choses qu'on va tout de suite voir. Non. Ok. Et alors, j'ai lu aussi quelques chiffres sur le site internet de la Fondation Tara. Donc, vous dites que 95% du plastique des océans est composé de microplastiques. Donc, pour bien comprendre, quand on dit plastique des océans, on parle des bouteilles, enfin de tout. De quoi on parle exactement? Pour comprendre le plastique dans l'océan, il faut comprendre que ça vient 80% de la terre et 20% de la mer. Donc, il faut se dire que tout ce qu'on consomme, que ce soit les bouteilles, les sachets de chips, ce qu'on disait, les microplastiques, tout ce qui passe en station d'épuration, dans les égouts, aussi les décharges des fois qui relarguent des déchets plastiques. Donc, c'est vraiment un problème majoritairement qui vient de la terre. Donc c'est pour ça que chez Tara, la Fondation Tara Océan, on dit que les solutions pour régler ce problème plastique, elles sont à terre et pas en mer. Le plastique qui vient de la mer, c'est seulement 20%. Donc ça peut être du relargage des cargos, c'est aussi et beaucoup les filets de pêche qui sont faits en polyamide. Et effectivement, ce plastique, il est majoritairement microplastique. C'est que là, pendant la mission Tara, mission microplastique Europe qu'on a fait pendant 6 mois de juin à novembre, on s'est aperçu que le plastique se fragmente très très vite en amont des fleuves, donc près des villes. Et donc on a pensé longtemps que le microplastique devenait microplastique en mer, mais en fait ça se fragmente très très rapidement dans les fleuves. Donc on ne peut pas les nettoyer et il y a un fantasme de se dire que voilà, on a des bouteilles qui s'agglomèrent à un moment dans l'océan et que on va pouvoir nettoyer avec des bateaux éboueurs, mais les scientifiques disent que voilà, c'est à moins de 5 mm, on se rend bien compte que c'est impossible vu l'étendue des océans et surtout ce que ça demanderait en nombre de bateaux pour nettoyer. On n'a pas les technologies. À savoir également que là, on va parler microplastique, mais qu'il y a aussi des nanoplastiques. Donc, ça va être encore plus petit. Aujourd'hui, on les observe et on les regarde en laboratoire. Mais pour l'instant, les technologies sont en train d'être développées pour les récolter in situ. Donc, le nanoplastique, là, pour le coup, n'est pas du tout observable et là ça demande plus d'innovation technologique et plus de travaux scientifiques pour les étudier mieux dans l'océan. D'accord. Et dernière chose, que ce microplastique, les scientifiques peuvent les prélever, les étudier, mais c'est seulement tout ce que les scientifiques peuvent étudier, c'est seulement 1% du plastique qui est déversé dans les océans. Donc ça veut dire que 99% du plastique qui arrive dans les océans, on ne sait pas ce qu'il devient. Est-ce qu'il est dans la colonne d'eau entre 0 et 50 mètres? Est-ce qu'il est au fond? On sait qu'il y a aussi, on retrouve du plastique qui est sédimenté au fond, dans les fonds marins. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, 1% de plastique est étudié par les scientifiques. Donc ce qu'on appelle le mystère plastique. D'accord, ok. Ah oui, c'est intéressant. Enfin, intéressant et assez flippant aussi, ouais. mais intéressant. Donc, on va parler un petit peu de l'industrie textile aujourd'hui aussi, parce que qui joue un rôle, malheureusement, dans ces microplastiques. Donc, déjà, en quoi l'industrie textile est responsable de cette pollution, enfin en partie de cette pollution des microplastiques dans les océans? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les fibres textiles sont un type de microplastique primaire. Donc ce qu'on disait, c'est les vêtements en polyester, en polyamide, tous ces fibres qui sont synthétiques et en fait qui sont issues de la pétrochimie. Ok. Et alors comment ça se fait que nos fibres, quand on achète un t-shirt en polyester, que certaines de ces fibres vont se retrouver dans l'océan? Alors c'est essentiellement dû au lavage dans les machines à laver. Donc aujourd'hui, les systèmes de filtration des machines à laver ne sont pas conçus pour garder ces fibres textiles. Et aussi, il y a un problème de captation de ces fibres textiles au niveau des stations d'épuration. Donc dans ces deux domaines, il y a des travaux en cours d'innovation, des marques et puis même au niveau des gestionnaires des stations d'épuration. Mais aujourd'hui, c'est un microplastique, comme les microbilles des dentifrices, qui sont très durs en fait à capter.
Et après, il y a une question, qu'est-ce qu'on en fait, même si on les a captés. Donc ça, c'est un vrai aussi sujet. Si on les remet à terre, est-ce qu'on les incinère? Mais bon, pour l'instant, il faut déjà les capter. Et au niveau des études sur les sorties, les lavages, les choses comme ça, c'est des chiffres qui sont quand même très larges. Moi, j'ai lu que voilà, les sorties de fibres textiles sur un lavage, ça peut être de 100 000 fibres à 700 000. Donc, donc la fourchette est large. La quand fourchette même. est large et a besoin d'être affiné. Ok. Et alors, avant de parler un peu de ce que nous on peut faire, quels sont les dangers déjà de ces microplastiques et de retrouver des fibres de nos t-shirts, pantalons en polyester dans les océans? Alors, et les fleuves. Question très intéressante parce que pour le grand public, souvent on a parlé de l'impact du plastique via les macroplastiques. Donc tout le monde a en tête les images des tortues pris dans les filets de pêche, les oiseaux étouffés par les tortues par les sacs plastiques avec bâtons de sucette et les pailles, voilà. Ouais. Mais comme on disait, hein, c'est la face émergée de l'iceberg. La face immergée, c'est les microplastiques. Alors, les microplastiques, il y a des menaces d'abord chimiques parce que le microplastique en fait c'est a déjà comme c'est de la pétrochimie a déjà des composants internes chimiques parce qu'il est constitué d'additifs de différentes molécules chimiques. Et il a également cette propriété d'être hydrophobe. Donc, c'est-à-dire que une fois en fleuve ou en mer, il a cette capacité d'éponger les polluants, carburants ou autres molécules chimiques qui ont été libérées par d'autres choses. Et donc, l'image du cocktail Molotov de chimie qui va s'agréger à ce plastique. Donc, en plus, quand ce plastique est ingéré, la question est de savoir est-ce qu'il y a la libération de ces molécules chimiques dans le corps d'un poisson par exemple. Et pendant la mission microplastique en Europe, l'une de nos scientifiques, pour étudier voilà cet impact des polluants, on a utilisé des moules qu'on a mis dans des nasses, dans des cages, un mois avant que le bateau vienne aux abords des villes. Et donc, quand le bateau arrivait, on faisait le prélèvement de ces moules, on les disséquait à bord. Et donc là, c'est envoyé en laboratoire. Et donc, le but, c'est de savoir en fait la quantité de polluants, comment ça impacte des organismes. Alors pourquoi la moule? C'est parce que c'est un organisme filtreur et qui est un très bon dans le domaine scientifique, un très bon ce qu'on appelle un bioindicateur, parce qu'il filtre jusqu'à 30 litres d'eau par jour. Donc là, par exemple, ça donnera une bonne idée de ce qui se passe. Voilà, nos scientifiques ont développé des protocoles pour justement évaluer, parce que donc ces impacts chimiques aujourd'hui, on sait peu de choses. Comme je disais, la science est quand même relativement jeune, et de savoir voilà la quantité de polluants et surtout les impacts de croissance, des impacts sur le système immunitaire, sur capacité de reproduction des organismes. Donc ça, c'est la menace chimique. Et il y a aussi la menace biologique, qui est, je pense, encore moins connue. C'est qu'en fait, un microplastique, tous les microplastiques sont autant de radeaux pour les organismes qui sont en mer. Ça veut dire qu'il y a des bactéries, des micro-organismes qui vivent, donc le plancton. Et ça, c'est 95% de ce qui vit dans les océans. Donc ça aussi, on le sait peu. Et donc, aujourd'hui, nos scientifiques peuvent nous dire que dans la mer, il peut y avoir autant de plancton que de microplastiques. Et ce plancton microplastique, donc dans l'échantillon que je te montre, il y a du plancton. Donc c'est voir qu'en fait c'est des tailles similaires. Et donc en fait, ces micro-organismes vivent avec le microplastique et c'est ce qu'on appelle la plastisphère. C'est qu'aujourd'hui, ces micro-organismes et ces microplastiques, ils sont indissociables. Donc ils vivent ensemble. Plus les scientifiques étudient cette plastisphère, plus ils découvrent des formes d'interaction. Et donc, l'une des formes, c'est que des micro-organismes vivent et se plaisent, peuvent polluer sur un microplastique et s'en servir comme radeau, par exemple. Et donc, l'objet aussi de la mission microplastique Tara Océan, c'est de savoir qu'est-ce qui vit sur ces microplastiques dans les fleuves, mais aussi en mer, et de savoir si ces micro-organismes ont des capacités. On sait qu'il y a déjà des bactéries marines qui biodégradent le plastique, et aussi est-ce que ce microplastique joue un rôle dans le transfert des pathogènes. Alors quand je dis pathogènes, dans les environnements, pas forcément les pathogènes humains, mais qu'il y a des maladies qui peuvent être transmises aux micro-organismes, aux poissons par exemple. Et on sait encore peu de choses. Et donc les scientifiques de Tara Océan là
viennent de revenir. On 2700 échantillons à analyser qui viennent tout juste d'arriver dans les laboratoires et qui vont aider à comprendre les interactions entre les micro-organismes et les microplastiques, ce qui est très innovant et encore peu étudié. Ouais. Sachant qu'en plus, quand tu parlais des risques chimiques et des possibilités de choses qui vont se diffuser dans les poissons, enfin pour résumer un peu et caricaturer, c'est-à-dire que nous aussi on mange les poissons après derrière, donc le risque il est pas seulement pour la faune marine, mais il peut aussi être pour les humains, quoi. Oui, voilà. On sait maintenant que le microplastique rentre dans la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, les menaces et conséquences sur la santé humaine, de la même manière, sont peu connues. Alors là, il y a une étude récente qui est sortie il y a quelques mois sur, oui, effectivement, il y a eu des études dans les selles humaines. On a retrouvé du microplastique, donc ça, c'est sûr qu'on les ingère. Aujourd'hui, les conséquences sur notre organisme, on les connaît peu. En revanche, comme je disais, comme il y a autant de microplastiques que de micro-organismes, de plancton, si on imagine un poisson qui a son assiette, lui aussi, dans son assiette, il a moitié microplastique, moitié plancton. Donc on sait que le poisson ingère aussi, mais il digère aussi microplastique. Donc de la même manière, on s'interroge aussi jusqu'où ça perturbe le poisson. Donc s'il y a des transferts dans des tissus, des molécules chimiques, on a déjà observé qu'il y a des perturbations au niveau cérébral, au niveau un poisson aussi qui ingère beaucoup et du microplastique qui est stocké dans un estomac de poisson va pas lui permettre de se nourrir comme il devrait. Donc il y a des problèmes de croissance. Il remplit l'estomac et du coup il mange plus derrière. Ouais. Ok. Bon. Et j'aimerais bien juste petite question qui est en lien, mais quand on lave un t-shirt en coton, j'imagine que ça rejette aussi des fibres coton. Le coton il est teint, donc bon c'est pas forcément terrible non plus. Est-ce qu'il y a une différence? Qu'est-ce qui est le plus nocif? Enfin, est-ce qu'on sait quels sont les impacts de ces fibres même qui sont naturelles mais teintes et qui vont aussi, j'imagine, être ingérées par les poissons dans les océans, quoi? Oui. Alors les fibres naturelles ont un moindre impact que les fibres synthétiques parce qu'elles sont pas issues de la pétrochimie. Okay. Donc c'est pas du plastique. En revanche, effectivement, tu as raison. Il y a les teintes. Alors je n'ai pas toute l'expertise de. Peut-être aussi il y a des additifs ou des choses aussi. Je sais pas, pour par exemple la souplesse d'un textile. Ouais. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont. Mais en tout cas, c'est sûr que via les teintes, il y a de la chimie derrière. Cette fibre naturelle, bon, elle va être relarguée. En revanche, elle est dégradable parce que c'est du naturel. Mais sa molécule chimique, les molécules chimiques qu'il y a dessus, par exemple pour les teintes, elle va effectivement être libérée dans la mer. Et justement, cette molécule chimique, on peut imaginer qu'elle pourra être absorbée, comme je disais tout à l'heure, par un microplastique. Donc la chimie qui a été utilisée ou les teintes et choses comme ça, comme on a dit tout à l'heure que les microplastiques étaient des éponges à polluants, on imagine que voilà, c'est donc effectivement dans l'idéal, il faudrait de la fibre naturelle et de la teinte de la teinture naturelle. Ouais, de la teinture naturelle qui j'ai entendu qui se développe aussi ça existe, pour les jeans. Exactement. Ouais, ça existe. Mais quels seraient tes conseils quand même pour essayer de limiter au maximum notre impact, puisque c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on achète des vêtements, on les lave, ils rejettent des microplastiques qui vont être ingérés par les poissons qu'on va manger. Enfin, on s'en sort jamais, quoi. Donc, quel serait un peu le rôle qu'on aurait à jouer nous en tant que consommateurs de vêtements, quoi? Il y a une prise de conscience des consommateurs que je pense que le premier conseil c'est de consommer moins parce que effectivement dans la consommation quotidienne c'est dur d'acheter des habits 100% fibres naturelles. Il y a des mix, voilà, il y a du naturel des fois, il y a du coton puis après on a du polyester avec. Donc c'est compliqué. Donc je pense déjà qu'il faut acheter moins. Quand j'achète, j'ai la question tout de suite en tête, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Donc des fois on a envie de craquer et il faut se donner le droit, mais c'est un maximum de fonctionner en besoin. Et je trouve qu'après l'achat, on est d'autant plus content de l'avoir. En fait, c'est vraiment changer son rapport à la consommation. Il y a également aussi la possibilité de laver moins, d'entretenir. Je sais qu'il y a des marques aussi qui font cet effort de pédagogie aussi, qu'il y a. Contrairement à ce qu'on pense, on n'a pas besoin de laver autant qu'on veut les vêtements, surtout si c'est des fibres naturelles. Après, sur la consommation de vêtements, il y a aussi acheter de seconde main.
Donc ça veut dire aussi de ne pas être à l'origine de la création de nouveaux vêtements. Quand bien même c'est des vêtements qui sont synthétiques, au moins on les achète de seconde main. Donner ces vêtements aussi autour de soi, acheter des vêtements qui sont recyclés pour un maximum essayer d'éviter qu'on recrée du vêtement. Parce que voilà, j'ai un chiffre de 600 000 tonnes de vêtements consommés en France et il y a un tiers qui sont recyclés. Donc voilà, je pense qu'il faut faire attention à la composition, il faut essayer d'acheter de meilleure qualité. Donc ça va avec acheter moins mais meilleure qualité. Après voilà, c'est acheter une paire de chaussures à 150, 200 euros, ou acheter des vêtements qui coûtent à partir voilà, des pulls 150 francs, c'est pas donné à tout le monde. Donc faut pas être aussi donneur de leçons parce que c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir investir d'un coup dans des habits très chers. Donc c'est effectivement le seconde main peut être une solution et il y a moins de honte à acheter du seconde main que avant en fait. Donc ouais. Et sur les étiquettes, quelles sont les matières qui sont les plus responsables de ces problèmes de microplastique? Alors évidemment le polyester, mais est-ce qu'il y a d'autres fibres qui participent aussi à cette pollution? Oui, c'est le polyester, l'acrylique principalement, polyéthylène. Après voilà le polyamide. C'est vrai que là on était de retour à Lorient ce week-end pour le retour de la mission et l'un des scientifiques voilà sur ce qu'on retrouve le plus, ce qui est constaté par les scientifiques Tara Océan, c'est que principalement, le plastique qu'on retrouve dans l'essence, c'est du polyéthylène, c'est lié aux emballages, et aussi du polyamide. Donc ça, c'est plutôt filet de pêche, le textile, et après polyester expansé, donc lié aussi aux activités de la manutention, de secteur pêche. Donc ça, c'est les trois principaux. Okay. Et je pense aussi, ce qui est intéressant de mentionner et qu'on parle moins, c'est que l'impact plastique de l'industrie textile, c'est les fibres, c'est la matière, mais il y a aussi le packaging. Et c'est vrai que c'est une industrie qui utilise beaucoup de packaging. Et effectivement, ce on parle beaucoup à Fondation Tara Océan, c'est qu'il y a un vrai sujet sur les emballages. Donc nous, on suit avec d'autres ONG et aux côtés des entreprises qui veulent travailler et changer les choses sur la réduction des emballages plastiques. Qu'est-ce qui est inutile? Qu'est-ce qu'on peut supprimer? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme alternative, innover? Et donc, je pense qu'il y a une vraie question, parce que surtout sur la vente à distance, est-ce qu'on a besoin que chaque t-shirt soit dans une poche en plastique? Est-ce qu'on peut pas travailler sur des alternatives? Il y a des marques qui utilisent papier de soie. J'ai entendu aussi qu'il y a des systèmes de pliage dans les cartons qui permettent, même sans parler que de l'envoi individuel de quelqu'un qui va commander sur un site en ligne, il y a aussi toute la manutention, toute la logistique derrière chaque marque qui arrive en magasin, et ça c'est beaucoup aussi de plastique. Il y a les cintres. Donc je pense que c'est toute une industrie qui doit travailler sur plusieurs niveaux. Ouais. Ça paraît un peu colossal dit comme ça, voilà. mais c'est pour ça que Fondation Tara Océan, on fait de la recherche sur plusieurs choses, sur le climat, sur la biodiversité, sur la pollution. Sur la pollution, voilà, le besoin, c'est aussi qu'à travers la science de Tara Océan, on puisse faire de la recherche appliquée et qu'il y ait un passage de la science à l'action, aux côtés et en collaboration avec le secteur privé, avec les décideurs politiques, pour véritablement réduire à la source la consommation de ce plastique, pour que on évite que ce plastique se retrouve dans les océans. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un constat qui est fait, qu'on connaît. En revanche, les impacts, comme je le disais, ils sont encore mal connus. Et plus on étudiera, et c'est ce que les scientifiques Tara Océan feront dans les prochains mois, et on fait depuis 2014 aussi, c'est de vraiment remonter à l'usage de l'histoire du plastique qu'ils auront retrouvé dans les échantillons, pour travailler vraiment avec des secteurs et pour vraiment investir là où il faut, pour aller vers des productions plus vertueuses. Ouais. Et donc tu dis, vous êtes aussi en contact avec donc le secteur privé, les entreprises. Est-ce que ces entreprises, notamment de l'industrie textile, sont réceptives à tous ces problèmes-là? Comment ils réagissent quand vous leur
parler? Enfin, je sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des discussions, ce genre de choses? Est-ce qu'ils ont conscience? Est-ce qu'ils ont envie de changer? Est-ce que c'est vrai qu'on a tendance à faire porter beaucoup de choses sur le consommateur en disant bon bah voilà, lisez les étiquettes, évitez tout ça. Évidemment qu'on a notre rôle à jouer, mais effectivement, moins on nous proposera de polyester, moins on en achètera aussi. Donc, je sais pas quelles sont les réactions un petit peu de l'industrie, s'il y en a. Oui, effectivement, les efforts doivent venir des deux côtés. Le consommateur, via ce qu'il achète, ce qu'il refuse en achat, il a un vrai pouvoir. Il peut orienter le secteur parce qu'une entreprise, c'est ses parts de marché. Notamment sur ce textile, il y a quand même beaucoup de marques qui sont en train d'émerger. Le secteur est en train de changer. Donc, de toute manière, si les marques, les grandes enseignes veulent garder leur part de marché, elles sont à un tournant aujourd'hui. Donc, soit elles changent, soit et puis il y a aussi au-delà il y a vraiment un changement de philosophie en interne. Nous, c'est vrai qu'on est sollicité aussi pour intervenir au sein des entreprises, discuter avec les salariés. Ils ont besoin d'avoir des faits scientifiques. De la même manière que les décideurs politiques, de la même manière que les gens aussi en ont besoin pour vraiment passer à l'action et pour changer leur mode de production, leur manière de faire. Ils ont besoin qu'on leur explique. Donc ils sont demandeurs. Donc il y a un vraie volonté de changer. Donc l'idée de diaboliser le secteur privé, en fait, il y a énormément de choses qui sont en marche dans le secteur privé. Ouais. Donc vous constatez que ça va plutôt dans le bon sens oui. Sur ces questions de plastique et de pollution, notamment de l'industrie textile, quoi. Oui. Et puis de toute manière, Fondation Tara Océan, on part du principe que cette pollution plastique, on n'y arrivera pas si on n'agit pas ensemble. Donc que ça soit consommateurs, secteur privé, décideurs politiques, qui ont aussi leur rôle à jouer sur qu'est-ce qui demain sera interdit sur la mise au marché. Après, on a aussi en France dans les prochaines années l'obligation d'appliquer les directives européennes, directives plastique à usage unique. Il va y avoir des interdictions de mise sur le marché qui vont arriver en 2021. Des obligations de recyclage aussi, des chiffres à atteindre. Donc là aussi, il faut aider les décideurs politiques de la même manière que les entreprises, de dire bon, voilà, nous en tant que scientifiques, le constat, les impacts, il va falloir travailler en priorité sur ça parce que là, il y a urgence. De ce qu'on peut nous constater depuis 2010 et aujourd'hui, c'est que là, au retour de la mission Microplastique Europe, les scientifiques ont fait 9 fleuves et ont retrouvé dans les 9 fleuves des microplastiques. Donc là, on sait aussi qu'il y a une dans tous les fleuves, il y avait des microplastiques. On a une omniprésence des plastiques. Donc, on dit souvent que la pollution microplastique dans le monde, elle se fait par 10 principaux fleuves qui sont 2 en Afrique et 8 en Asie. Là, la mission est aussi un constat que notre fuite de plastique, elle est importante aussi en Europe et que on a aussi une grosse part de responsabilité à notre échelle européenne. Ouais. Donc voilà, il faut que l'ensemble des acteurs travaillent ensemble. Si les politiques mettent en place des choses, il faut aussi accompagner le secteur privé pour qu'il s'adapte. De la même manière, il faut continuer à sensibiliser les consommateurs pour qu'ils fassent pression sur les entreprises privées. Donc il faut créer un cercle vertueux entre à tous ces échelons-là, mais on peut pas donner une seule et même responsabilité à un type d'acteur. Je pense qu'on a sur le plastique, c'était une formidable avancée technologique il y a 50 ans pour le médical, pour l'informatique, pour l'automobile, mais c'est juste que on a perdu conscience de l'usage qu'on en a fait. De la même manière, le textile, quand on écoute nos parents, nos grands-parents, ils se souviennent de la robe qu'on leur avait achetée tel jour. Il y avait peu de polyester finalement il y a encore quelques années. Oui, puis on réparait et puis on passait les habits des frères, des sœurs, dans la famille. De génération en génération. Et on a perdu, je pense, on a perdu le lien à ce qu'on consomme. Donc il y a aussi des choses à revoir en tant que consommateur, mais je suis d'accord que il faut pas que la responsabilité, parce que si le consommateur il a envie de changer, mais il faut qu'il ait une offre aussi sur le marché, parce que des fois on a envie de faire bien et parfois on a l'impression d'être schizophrène parce que on peut être cohérent sur des choses et pas sur d'autres, parce que c'est dur d'être 100% cohérent
quand on achète des choses dans les magasins. Ouais. Mais après, je me demandais aussi, tu dis c'est assez récent, effectivement. En même temps, ça fait déjà 9 ans. La sonnette d'alarme, on la tire depuis quelques années. Ça traîne un peu quand même, non ? Sur les politiques, les actions à mener. Parce que vous, scientifiques, ça fait quand même quelques temps qu'on vous entend tirer la sonnette d'alarme en disant attention. Là, ça, c'est de pire en pire. On dit même qu'en 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. 2050, c'est demain, quoi. Donc, je sais pas quel regard vous portez sur ça. Est-ce que parfois, il y a un peu de frustration en se disant, ça fait quand même quelques temps qu'on vous dit qu'il faut y aller, ou vous essayez quand même de rester positif et de vous dire que, bon, ça avance quand même, quoi. Bon, à Fondation Terra Océan, on est positif. Ouais. Hein. C'est bien, il faut. Il faut parce que il faut alarmer. Mais en même temps, il faut être positif. Dans le rôle de plaidoyer qu'on joue, parce qu'on est un bateau scientifique, on fait des expéditions, on fait de la recherche, mais on a des missions très importantes de sensibilisation, d'éducation et de plaidoyer auprès des politiques. Effectivement, le plaidoyer, moi j'ai toujours cette image où on plante des graines dans la tête des gens et il faut revenir ce travail de lobbying, arroser la graine régulièrement pour que les idées poussent aussi dans la tête du secteur privé, politique, des consommateurs, pour qu'il y ait un véritable passage à l'action. Mais c'est vrai que au niveau politique, il y a des forces en présence avec des lobbying aussi des différents secteurs. Le sujet du plastique, il est compliqué parce que souvent, là depuis le début, on parle du plastique, mais il n'y a pas un plastique, il y a des plastiques et c'est ce qu'on étudie. On essaye d'expliquer cette complexité. C'est pour ça qu'il faut étudier ces impacts et de la même manière comme il n'y a pas un plastique mais des plastiques, il n'y a pas une solution mais des solutions. Donc à la Fondation Terra Océan, on est en appui sur le pacte sur les emballages plastiques pour travailler sur la réduction. On s'est également positionné pour la consigne pour recyclage, que effectivement par exemple aussi on est mauvais, très mauvais élève à dans l'Union européenne pour ce qui est du recyclage des plastiques. Aujourd'hui, il y a moins de 50% des bouteilles plastiques qui sont recyclées. L'Union européenne nous a fixé un objectif de 90% d'ici 2029. Donc, pour nous, la consigne plastique, donc c'est sur des modèles déjà qui ailleurs dans le monde, aux États-Unis, en Allemagne, en Scandinave, qui eux, grâce à cette consigne-là, ont atteint des niveaux de 90-95%. Parce qu'aujourd'hui, sur certains types de plastiques, il y a des plastiques qui sont faciles à recycler et qui ont de la valeur. Donc, par exemple, pour les bouteilles de plastique, c'est le plastique, le PET. Et donc là, il y a déjà une filière qui est en place derrière et qui peut traiter ce déchet. Parce qu'aujourd'hui, il y a du bottle to bottle, vraiment une bouteille qui est recyclée en une même bouteille, ça représente que 10% des plastiques qu'on recycle. Donc effectivement, une fois de plus, sur l'urgence, je dégraisse un peu sur la bouteille plastique, mais je trouve que c'est quand même un bon exemple. C'est qu'il faut rappeler aux politiques dans le débat que chaque année, on a 130 millions de bouteilles plastiques qui finissent en décharge et qui sont incinérées ou qui sont en fuite dans la nature. Donc effectivement, je peux comprendre que grand public sur l'urgence, mais effectivement le travail avec le politique, il est long. Mais depuis quelques années, là il y a 2-3 ans, il y a quand même énormément de prises de position. Et au niveau européen, il y a les interdictions qui arrivent sur le marché. Il faudra faire attention aussi que ces interdictions ne permettent pas la mise sur le marché de produits équivalents, voire plus nocifs, qu'il y a vraiment des choses, des alternatives plus vertueuses. Mais de la même manière, le secteur privé qui avance également. Donc, on est positif. Très bien. Et d'ailleurs, cette phrase qu'on entend souvent sur en 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons, ça semble réaliste aujourd'hui avec ce que vous constatez ? Alors oui, donc ça c'est un chiffre de la Fondation Ellen MacArthur, c'est ça ? Exactement. Ouais. Nous là, ce que je disais, c'est qu'on constate déjà que sur les micro-organismes, pas les poissons, mais vraiment les micro-organismes, il y en a déjà autant que de microplastiques. Et comme je disais, sur l'assiette d'un poisson, on a moitié-moitié. Oui, effectivement, c'est fort probable. Et il y a même sur des hotspots de forte pollution, des recherches sur
qui ont été effectuées pendant la campagne en 2014 de la Fondation Tara Océan, il y a parfois plus de microplastiques que de plancton. Donc c'est 5 kilos de microplastiques pour 1 kilo de plancton. Donc on est déjà en train de constater que les micro-organismes sont en train de devenir moins présents que les microplastiques. Ouais. Ok. Et d'ailleurs sur un petit aparté aussi sur le polyester recyclé, parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que avec le polyester recyclé on a les mêmes problèmes de microplastiques qui se déversent dans les océans, dans l'industrie textile? Donc je vais te laisser répondre parce que probablement que tu auras des arguments plus scientifiques. Moi, ma réponse est oui, puisqu'on reste sur du polyester, mais peut-être que toi, tu peux nous donner quelques arguments sur ce polyester recyclé. Effectivement, comme je l'expliquais de la même manière pour la bouteille, l'objectif, c'est d'arriver à une économie plus circulaire où le recyclage, le réemploi a plus de place. L'objectif, c'est quand même de moins créer de nouveaux objets, de nouveaux vêtements, et de ne pas encore prélever plus de pétrole et de créer du nouveau plastique vierge, mais déjà d'essayer de recycler. Donc effectivement, il est mieux de recycler des fibres synthétiques que créer des vêtements avec de la nouvelle fibre synthétique. Après, ça reste de la microfibre plastique. Donc après, il y a aussi il y a des entreprises qui commencent à utiliser les filets de pêche récupérés en mer pour créer des moquettes, pour créer des habits. Il y a aussi des marques qui font des vêtements avec des bouteilles plastiques. Donc il y a différentes possibilités d'essayer de recycler le plastique. Ok. Après, je pense que c'est moins pire. C'est moins pire, mais il y a toujours ce problème de les fibres naturelles ou de demain aussi travailler sur des plastiques biosourcés et biodégradables, parce qu'aujourd'hui les plastiques biodégradables dans les 3 milieux, terre et mer, il y a peu de plastiques qui sont véritablement biodégradables dans l'océan. Travailler sur de la biodégradabilité qui est vraiment pas impactante. Et également sur les solutions dont tu parlais, je pense que c'est important aussi qu'on travaille sur l'éco-conception. Et ça, c'est l'éco-conception, c'est vraiment de penser la fin de vie d'un produit dès sa conception. Ce qui, pareil, a été complètement abandonné ou après, c'est compliqué de gérer une fin de vie de produit parce que, comme je disais, en fait, par exemple, sur une même bouteille plastique aujourd'hui, on peut avoir 4, 5, 6 types de plastique. Donc, ce qui rend son recyclage compliqué. Donc, en fait, il y a une complexité du plastique qui rend son recyclage aussi compliqué. Donc, en fait, il y a une complexité autour du plastique. On se dit aussi, est-ce qu'on peut pas simplifier? Est-ce que un produit cosmétique, est-ce qu'on peut pas le concevoir pour que on utilise 30-40% de matière en moins sur le packaging. Donc il y a vraiment à travailler sur il faut, pour que ce produit soit le mieux recyclé, peut-être simplifier ses composants, soit peut-être employer des plastiques vraiment biodégradables. C'est vraiment pour aussi ne pas avoir des mauvaises surprises à la fin de vie d'un produit. Et alors là, je m'éloigne un peu de l'industrie textile, mais les sachets en soi-disant plastique issus du maïs qu'on peut trouver dans les supermarchés, on nous dit c'est biodégradable, mais le mettez quand même pas dans la terre parce que ça va pas se dissoudre comme ça. Enfin, c'est quoi exactement ces sachets plastiques issus du maïs? Oui, en fait, il y a c'est ce qu'on appelle biosourcé, en fait. Ça peut être le maïs, ça peut être différents composants. Après, la compostabilité, en fait, c'est dans des composteurs industriels. Donc, il y a aussi une confusion ces dernières années sur qu'est-ce qui est biodégradable, recyclable, compostable. Donc, dans le cadre de la loi d'économie circulaire qui est en train d'être étudiée à l'Assemblée, nous, on travaille sur proposition d'amendements qui permettent sur le marché de mieux définir qu'est-ce qui est recyclable, compostable, biodégradable pour le consommateur et pour qu'il n'y ait pas de mauvaise utilisation du terme et que vraiment on définisse qu'est-ce que chaque terme veut dire. Ouais, ok. Donc, et d'ailleurs sur les vêtements, est-ce que les microplastiques donc de ces fibres, de vêtements en polyester, il y a que le lavage
qui fait qu'elle se détache? Enfin, le lavage en machine, est-ce que le lavage à la main aussi peut être responsable de ça? Est-ce que le fait que certains vêtements sont dans des déchetteries à l'air libre peut contribuer aussi à ce que les fibres se retrouvent ensuite dans les nappes phréatiques, les fleuves, les océans? Est-ce qu'il y a, voilà, savoir s'il y a que le lavage qui est responsable de ça ou il y a d'autres sources de... Je pense que la source principale, de cette fuite de microfibres textiles, c'est le lavage. Après, la possibilité, c'est que aussi j'ai vu qu'il y avait des boules qu'on pouvait mettre dans le tambour ou des filets aussi. Mais de la même manière, c'est une fois qu'elles sont récupérées, ces fibres, qu'est-ce qu'on en fait? On les brûle, on les met dans la poubelle. Et si on les met dans la poubelle, il y a de fortes chances que la poubelle soit peut se retrouver dans une décharge, donc à l'air libre. Comme tu disais, il y a la fuite dans les nappes phréatiques. Et puis voilà, c'est un plastique qui est très aérien. Les scientifiques constatent aussi que le microplastique, on le retrouve dans les airs. Donc effectivement, il peut fuiter de différentes manières. Pendant notre expédition de 2016 à 2018 Tara Pacifique, on a été quand même dans des endroits très reculés pour étudier le corail. Sur des îles, on a retrouvé du déchet, du macro-déchet donc en fait, faut pas croire que le microplastique ou le macroplastique, c'est toujours proche des foyers humains. C'est-à-dire qu'après, il y a une dispersion, si on en retrouve en Arctique, en Antarctique, dans les montagnes, dans les airs, c'est qu'une fois fuité, c'est un phénomène qui est global. C'est pour ça que une fois que c'est une fuite dans la nature, c'est incontrôlable. Et les impacts sont incontrôlables également. Donc c'est pour ça qu'il faut maîtriser vraiment à la source le problème. Ouais. On donne toujours cette image, en plus avec le travail sur les fleuves qu'on a fait. Aucun bateau scientifique n'a fait une couverture aussi importante de tous les fleuves européens, on en a fait 9. Donc on a l'image quand même que il y a une hémorragie de la terre à la mer et que aujourd'hui il faut travailler sur des solutions à terre pour soit, comme on dit, arrêter l'hémorragie ou couper le robinet. Ouais. Et j'aimerais bien parler de toi aussi pour comprendre ce qui t'a poussé à t'engager et à rejoindre Tara Océan. Donc peut-être que tu peux nous expliquer comment t'es arrivée à rejoindre c'est une fondation, c'est ça? Oui. Ouais. Alors, donc comprendre comment tu as rejoint cette fondation, pourquoi celle-ci, pourquoi les océans, la pollution des océans t'a attiré. Voilà, qu'est-ce qui Alors, Tara, il faut déjà savoir que c'est la première fondation d'utilité publique en France qui est consacrée à l'océan. Donc, on existe depuis 2003. Tara, c'est une goélette, donc un bateau de recherche scientifique qui est dédié depuis 2003 à des expéditions scientifiques autour de différents thèmes. Donc on a fait expéditions en Arctique sur le climat, on a fait dans le Pacifique sur le corail, on a fait sur le plancton et aussi sur la pollution microplastique. Donc vraiment on a 3 grands thèmes de recherche, c'est le climat, la biodiversité et la pollution. Donc c'est des thèmes aussi qui sont liés les uns aux autres. Et sur ce bateau scientifique, on a à chaque fois les meilleurs laboratoires au monde. Donc le bateau est français, les marins sont français, mais la recherche qui est effectuée à bord est internationale. Et donc notre rôle, c'est vraiment à travers ces expéditions, à travers ces recherches, c'est de décrire les écosystèmes océaniques, comprendre comment aujourd'hui ils sont impactés par le changement climatique, par les pressions humaines, et comment cet océan nous impacte, combien il nous est nécessaire pour nous, êtres humains. Ça, c'est plutôt clair. Et donc, et toi, qu'est-ce qui t'a amené à t'engager auprès de Tara Océan ? Alors moi, je suis de formation sciences politiques, donc j'avais déjà un parcours de coopération internationale, donc politique de développement. Donc j'ai commencé sur des projets de coopération et développement à la fois sociétaux et environnementaux. Mais par rapport à mon histoire, j'avais vraiment envie de me consacrer à l'environnement et voilà, j'étais nourrie à Cousteau et je rêvais de me rapprocher du milieu marin qui pour moi avait besoin d'un véritablement coup de lumière et d'éclairage. J'avais vraiment envie de travailler sur ce milieu environnemental et effectivement la fondation
Tara, j'y suis arrivée pour travailler sur ce projet de coopération et développement dont je vous parlais. Et de cette idée de mettre tout le monde autour de la table, des négociations, m'attirait beaucoup. Et également cet aspect unique de la fondation d'être une aventure humaine, une aventure professionnelle. En fait, Tara, c'est pas un job, quoi. C'est une aventure professionnelle parce que il y a ce bateau, il y a les marins, mais il y a aussi des artistes qui viennent à bord. On accueille des politiques. Là récemment, pendant l'escale de la mission microplastique, j'étais à Tunis. J'ai eu l'occasion de coordonner 2 escales à Hambourg et à Tunis. Et sur 2 jours, il y a cette aura du bateau qui nous permet en fait de faire venir un public extrêmement différent. Peut être une vingtaine de médias et après un ambassadeur et ensuite un ministre de l'environnement local, après des écoles et pour avoir fait du plaidoyer, du lobbying dans d'autres cadres, on a un accès aux gens qui est exceptionnel. Parce que y a le bateau, mais sur ce bateau il y a des gens passionnés. Les scientifiques viennent sur ce projet parce que bien sûr on leur met à disposition un bateau qui va pouvoir les emmener où ils ont envie d'aller pour étudier, mais ils viennent aussi pour pendant les escales parler aux gens, expliquer leur travail. De la même manière, les marins font la même chose. En fait, on sort tous de nos cadres, de nos ce à quoi on a été formés pour aller en fait au-delà. Enfin, ça gonfle les batteries en fait de voir les gens émerveillés par le bateau, de voir que les gens ils croient vraiment en ce qu'on fait, à l'importance de ce qu'on fait. Et voilà, on a des corps de métier avec des gens passionnés. Donc du moment où on travaille avec des gens passionnés, on aime son métier. Ouais, c'est sûr. Et toi, pourquoi l'océan? Ça vient de ton éducation? Ça vient à ce point-là? Moi je suis franc-comtoise à la base, donc je suis plutôt côté montagne. Non, c'est parce que j'ai toujours été passionnée par les sujets. Je sais pas, quand je disais, il y a le côté costaud quand je suis Tara, je me dis il y a quand même le rêve de petite fille qui est devenu réalité, d'être sur un navire scientifique. Bon, ça c'est un navire scientifique du 21e siècle, mais qui a quand même un peu l'aura du bateau Costa dont on se souvient. Ouais. Mais après voilà, avec une modernité qui est la nôtre, et puis il y a le côté aussi aventure, étranger, moi qui me permet de voyager, d'être vraiment en contact avec les gens sur place, de les écouter, d'apprendre sur les contextes. Donc il y a l'aspect aussi voyage, de rayonnement international, de travailler avec des cultures très différentes sur le projet de coopération et développement. Voilà, je travaille avec un Sénégalais, un Togolais, deux Brésiliens, 2 Chiliens, d'Argentins. Et moi, c'est la multiculturalité du projet qui me plaît. Et de toute manière, la science, elle est multiculturelle. Donc ouais, je comprends. Et donc, il y a eu 11 expéditions, hein, c'est ça, avec le bateau, oui. Si je dis pas de bêtises. Tu as participé à certaines expéditions? Tu as été sur le bateau naviguer aussi pendant plusieurs jours ou Oui, alors ouais. j'ai fait l'escale de Taïwan pendant Tara Pacifique. Ok. Donc là, sur l'escale. Hein. Et ensuite, j'ai coordonné l'escale d'Hambourg pendant la mission microplastique 2019. Et j'ai fait la navigation Hambourg-Oslo. Je m'en suis sortie. Faut savoir que le bateau Tara, c'est une dame qui bouge beaucoup, qui roule pas mal. Donc, on est souvent malade sur Tara, mais j'ai eu des conditions idéales, de la voile, du grand soleil, et avec des marins bien à l'écoute, qui nous chuchotent. Et du coup, ça se passe comment la vie à bord concrètement? Alors la vie à bord. Tara, déjà pourquoi le bateau s'appelle Tara, il a eu plusieurs noms, mais le bateau Tara en fait c'est la maison dans Autant en emporte le vent, la maison de Scarlett O'Hara. Et la signification de Tara, c'est l'endroit familial où on revient, et peu importe d'où on vient, c'est un endroit dans lequel on se sentira bien. Et effectivement, le nom a été donné, et le bateau véritablement dégage ça. Le bateau déjà ressemble à une maison. Quand on rentre à l'intérieur, il y a une bibliothèque, il y a un salon. L'espace de vie est à la fois assez grand pour un voilier. Après, il peut accueillir jusqu'à 16 personnes. Donc, si on est 16, faut s'organiser. Et il y a des règles de vie assez précises pour que tout se passe bien, pour que ça reste rangé, propre.
Ça crée un environnement familial, des liens humains très forts. Pendant Art Pacifique, c'était quand même parfois 3-4 semaines à bord pour les scientifiques. Des fois, je crois que le plus long, ça a été 3 mois en mer. Donc, les marins créent des liens humains forts entre eux, mais avec les scientifiques aussi. Donc après, une fois qu'on est passé sur Tara, on y reste attaché et même les gens restent disponibles pour la suite. Et voilà, ce que je disais, c'est vraiment l'impression d'avoir vécu quelque chose d'unique, de fort, d'avoir eu la chance d'avoir navigué sur ce bateau qui est emblématique et de rester attaché. Et moi à chaque fois que je retrouve le bateau dans le monde, où je le vois de loin, parce que c'est un bateau qu'on repère avec ses 2 grands mâts à bout orange. Donc des fois je le vois pas complètement, mais dans le port je vois les 2 mâts et j'ai toujours un petit sursaut au cœur quand je le vois, parce que j'ai l'impression de le retrouver. Et toute l'année on travaille sur lui, donc on n'est pas toujours sur ce bateau malheureusement, on est aussi devant l'ordinateur sur les bureaux à Paris, mais c'est vrai que voilà, à Lorient ce week-end, je l'ai vu, il était amarré à l'île de Groix. Dès que je l'ai vu, j'ai l'impression de le retrouver. Donc voilà, ce bateau c'est un personnage quand on le retrouve. Donc Ok. Et si je te dis que tu es une personne engagée, tu me réponds quoi? Oui. Oui. Et j'essaye de. Je suis dans un milieu professionnel où moi, plus jeune, ce que je voulais, petite fille, je voulais travailler avec l'océan, donc voilà, j'ai réalisé ton rêve de petite fille. Ouais. Et après, en jeune étudiante, jeune professionnelle, ce que je voulais, c'est de savoir pourquoi je me lève le matin, d'avoir vraiment l'impression de servir à quelque chose. Et pour moi, là-dessus, j'ai réussi. De savoir pourquoi on va au bureau le matin, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc là-dessus, je suis chanceuse et j'avais envie de travailler avec des gens passionnés. Là-dessus, je pense que j'ai réalisé 2 objectifs professionnels et c'est en accord. Et j'ai beaucoup aussi évolué tu parlais de toi aussi, au jour le jour, t'essayes de faire mieux les choses. C'est ça, ouais. Je suis loin d'être irréprochable et cohérente sur tout. En tout cas, j'essaye de faire mieux maintenant par rapport aux connaissances scientifiques. Essayer de passer le message aussi autour de moi sans être moralisatrice. Ça, c'est important, en prenant conscience aussi que on n'a pas tous... vient pas des mêmes milieux, on vient pas on n'a pas tous les mêmes sensibilités, donc mais un maximum essayer d'aller dans le bon sens. Et voilà, de pas être pessimiste, alarmiste, parce que je pense pas que avoir peur et être pessimiste pousse à l'action. Donc en tout cas pas toujours. Ouais. Donc je préfère ça. Le côté positif. Ouais. Ok. Et dans ton quotidien, au niveau du plastique, par exemple, comment tu le vis, comment tu l'appréhendes, parce que c'est vrai que t'as beaucoup de connaissances, donc j'imagine que t'as pas le même regard que quelqu'un qui va passer devant un emballage plastique. Toi, comment ça se passe quand tu es obligé d'acheter peut-être du plastique, ou comment tu le vis? Je le vis mal quand je dois acheter parce que je sais que c'est pas recyclé, je sais où ça peut finir, je sais. Donc effectivement, ça prend beaucoup de place dans ma réflexion, le plastique, mais après il y a d'autres sujets sur le plastique aussi. Mais effectivement, le plastique, le sujet d'étude, le plastique Tara Océan, c'est ce qui renvoie le plus à notre quotidien, en fait, notre consommation. Donc moi j'ai beaucoup réduit. Je pense que ça a commencé par la salle de bain, que ce soit de la brosse à dents, des cotons lavables, de plus de gel douche, d'acheter des savons solides, des shampoings solides, des cotons-tiges. Enfin, je trouve que la salle de bain c'est un bon point de départ, parce qu'on commence pas mal. Après un maximum le vrac, un maximum d'avoir des tote bags. Après c'est des choses qui se font beaucoup dans le refus, d'essayer de penser parce que les pailles maintenant c'est en train de changer, mais d'essayer de penser à refuser. Après moi je fais pas beaucoup de choses à emporter, je fais très peu de fast-food, donc puis des fois voilà, quand j'ai envie de quelque chose dans un supermarché mais je vois qu'il y a un surpackaging,
J'essaye de dire déjà les fruits, les raisins qui est dans une coque en plastique, les fruits découpés dans des choses en plastique. Après il y a aussi tout ce qui est barquettes polystyrène, par exemple pour les fromages. Dans le plastique ça devient vite la galère quand même en supermarché, j'avoue. Mais des fois j'essaye des vêtements aussi quand je vois que c'est du 100% fibres synthétiques. J'essaye, je me dis non. J'essaye un maximum, mais ça reste quand même encore très dur. Donc je fais au mieux. Tout ce qui est aussi jouets en plastique, si j'essaie plus des jouets en bois. Après plus d'acheter seconde main. Voilà. Après je sais que j'ai des amis qui je peux faire des cadeaux, acheter sur le Bon Coin, des livres, Bon, après, on s'éloigne du plastique, mais c'est une consommation globale, de toute façon, une réflexion qui est assez large. Ouais. Et autour de circuits courts, même d'habits, il y a plein de choses qui se fabriquent maintenant en Europe, en France, donc essayer on sait l'impact, comment les gens sont rémunérés dans certains pays d'Asie, ça fait peur. Donc, Et autour de toi, du coup, les messages sont faciles à transmettre, parce que toi qui es un peu au cœur et qui a le discours aussi scientifique, c'est assez simple d'en parler à tes proches, à tes amis, sans les moraliser, tu le disais, parce que ça c'est toujours un peu compliqué. Les messages passent bien. Oui, parce que déjà les gens sont hyper intéressés par la Fondation Tara Océan, quand même la famille qui et certains amis qui sont fiers que je travaille dans ce domaine. Sur le plastique, oui, je pense que, et c'est pour ça que j'aime bien l'idée que nous on diffuse notre connaissance et on sait que c'est le temps aussi d'une escale d'avoir 30-40 minutes avec les gens et des enfants aussi qui recadrent après leurs parents. C'est marrant, mais moi je sais que j'ai parlé à une personne qui a parlé à une personne qui a parlé. Donc il peut je suis sûre qu'il y a eu un peu des messages en cascade suite à certaines discussions et c'est vrai que c'est assez ça fait plaisir quand on voit des amis qui reviennent et qui disent Rami, on a changé là-dessus. On n'achète plus de plastique. Mais après, il y a un moment où il faut pas inonder les gens de ça. J'ai des nièces, donc j'essaye aussi sur l'océan global, en fait, aussi de dire essayer de faire comprendre que tout ce qu'on fait a un impact et pas que via le plastique. Donc c'est avec le réchauffement climatique, on est à l'origine du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique réchauffe les océans. Réchauffer les océans pousse à la désoxygénation des océans, à l'acidification des océans, à la mort de certains écosystèmes. Mais une fois de plus, il y a des écosystèmes qui sont résilients. Il y a des belles poches de biodiversité, mais c'est pour ça aussi que il faut pas parler de tout ce qui est mort, mais il faut parler aussi de tout ce qui est vivant, et que parler de tout ce qui est vivant, c'est dire que il faut protéger et qu'il faut aussi travailler, et c'est ce qui a été fait pendant la Tara Pacific, l'expédition, c'est aussi de comprendre où sont les résiliences et de savoir là où on peut protéger, là comprendre aussi si la nature pourra être résiliente, d'avoir c'est le rôle de la Fondation Tara Océan, c'est aussi d'avoir toujours à travers ces expéditions, on a fait 4 ans sur le plancton, on a fait 2 ans et demi sur le corail, c'est que on en ressort avec des milliers d'échantillons, mais aussi avec des vues globales de zones géographiques, de planétaires, qui ne sont jamais faites par d'autres bateaux scientifiques. Les bateaux scientifiques peuvent faire des bouts d'océan, des côtes, mais d'avoir toujours des visions parcellaires, ça n'aide pas à essayer de penser l'océan comme un écosystème global. Il faut le penser comme un ensemble. D'accord. Ok. Et alors la dernière question rituelle du podcast, est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Après, j'aimais bien écouter François Sarano sur son expérience aux côtés de Cousteau. Je sais que aussi je suis beaucoup ce que fait Laurent Balesta, parce que j'aime beaucoup la photographie, donc je trouve qu'il réussit à montrer la beauté, et il y a aussi le côté aventure, côté aussi développement de technologie pour montrer la beauté, l'émerveillement. Il travaillait avec Nicolas Hulot. Moi, j'aime bien aussi ce que faisait Nicolas Hulot. Moi, quand j'étais petite, je regardais ces formats, et c'est vrai que de montrer la beauté
de la planète pour inspirer les gens à la protéger. Moi, je crois en ça et parfois, je trouve que le côté alarmiste, collapsologie, extinction de l'espèce, parfois, je me retrouve moins dans ces discours, même s'ils ont leur place et il faut, mais je trouvais que l'aspect émerveillement, j'aime aussi le personnage d'un photographe qui est passé à bord de Tara, Sebastião Salgado, photographe brésilien qui était photographe de guerre et qui ensuite s'est porté sur des photos sur la nature. Il fait photos sur Galapagos, magnifiques. Voilà, après ça c'est sur les figures environnementales. Voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. Et écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci. Merci à Romy d'avoir participé à cet épisode de Nouveau Modèle et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.